Boker Tov, Shavua Tov. Donc nous, après une interruption assez longue liée à la fête de Pessah, nous reprenons notre étude du 6e chapitre de Shabbat, Bamei-Isha, et nous sommes arrivés à une nouvelle Mishnah. C'est ça qui est agréable, on n'est pas obligé de faire le point sur la Souria. On démarre un nouveau sujet, et nous sommes page 65b à la dernière ligne de la page, comme vous le voyez au tableau avec la flèche. Matnitin, la Mishnah enseigne Akita Yotse de Kav Shelo, d'Ivrei Rabbi Meir, ve Rabbi Yossé Oser. C'est la première partie de la Mishnah. Alors, il s'agit de traduire les mots. Akita, que veut dire kita? Rashi nous dit Sheniktea raglo, âme sensible s'abstenir. Sheniktea raglo, nikta ça veut dire couper, sectionner, de quelqu'un dont le pied a été sectionné. Donc les traductions donnent un estropié. L'estropié qui a été amputé d'un pied, Yotse bekav shelo, Rashi, de manal d'idéou, parce que c'est sa chaussure. Mais on est très étonné, il n'a pas expliqué qu'est-ce que c'est kav. Il donne la raison, mais il n'a pas expliqué ce que c'est. C'est très curieux. On comprend. On devine. On comprend de quoi il s'agit. On devine, mais ce n'est pas l'habitude de Rashi de faire des devinettes. Rashi a l'habitude d'expliquer. Et quand on fera Tosfot, on verra que Tosfot va citer un commentaire de Rashi que nous n'avons pas. Et avant de faire Tosfot, je vous propose de regarder le Rashi sur le Rif. Parce que vous savez qu'on a le Rif, et sur le Rif, il y a un Rashi. On appelle le Rashi sur le Rif de manière impropre, parce que Rashi n'a pas commenté le Rif. Mais c'est un élève de Rashi qui a repris les commentaires de Rashi et les a repiqués pour les adapter aux commentaires du Rif. Et ça nous permet parfois de trouver des versions de Rashi que nous n'avons plus. Voilà, vous allez avoir un exemple. Donc on va regarder. Donc sur le Rif qui ramène la Mishnah, bien entendu, Akita Yotse bekav shelo. Chez moi, c'est de la flammeude. Voilà, c'est ça. Voilà. On continue encore, baissez un petit peu. Ah non, mais le Rashi, il est tout de suite en haut. Vous voyez Rashi? Voilà. Vous avez Rashi, Matnitin, Akita, Mishenikta raglo, comme Rashi avait dit. Et regardez maintenant le Rashi qui suit. Yotse bekav shelo, osinlo kemin de fous regel. On lui fabrique quelque chose qui ressemble à l'empreinte d'un pied, la forme d'un pied, une prothèse. V'chokek bo me'at, et on les vide, on la creuse un petit peu, la tête roche choko le toho, pour qu'il puisse introduire ce qu'on dirait le moignon à l'intérieur. Ve'enon ismach alav. Alors ça c'est bizarre, on en reparlera, mais il ne s'appuie pas dessus. Il est obligé de s'appuyer dessus a priori, puisqu'il marche dessus, donc il s'appuie dessus. Donc ça c'est un problème qu'on verra. Ou le kar yotse bekav shelo, et voilà la raison pour laquelle il peut sortir avec sa jambe de bois. Maintenant on sait qu'il s'agit d'une jambe de bois en fait. Donc, voilà la raison pour laquelle il peut sortir avec sa jambe de bois, d'après Rabbi Meir, de manal d'idéou, parce qu'il considère que c'est comme sa chaussure. Donc voilà, la Mishnah est en train, après avoir traité un certain nombre de cas, prendre des cas ultra particuliers. Donc on se pose ici la question d'un estropié qui porte une prothèse, une jambe de bois. Est-ce qu'il peut sortir dans la rue le Shabbat avec? C'est Marloket Tanaïm. On a Rabbi Meir qui dit que oui, parce qu'il dit que finalement c'est pour lui, c'est sa chaussure.
Donc, de la même façon qu'on ne se pose pas la question de savoir si on peut porter avec une chaussure. On avait d'ailleurs vu une Mishnah qui parlait de sandal mesuma, certains types de chaussures avec lesquelles on ne peut pas sortir, mais sinon, c'est évident qu'on peut sortir avec une chaussure. Eh bien, là, lui, il considère, Rabbi Meir, que pour quelqu'un qui a été amputé du pied et à qui on a mis une sorte de prothèse dans laquelle il enfonce l'extrémité de sa jambe, eh bien, c'est comme sa chaussure, et donc, il peut sortir avec. Voilà la position de Rabbi Meir. Pourquoi il dit pas c'est son pied? Il ne peut pas dire que c'est son pied, c'est pas son pied. Son pied, c'est son corps, c'est pas son corps. C'est une prothèse. Donc il faut appeler les choses. Il faut appeler un chat un chat. Oui, c'est une prothèse qui remplace un organe. Et donc quel est le statut d'une prothèse qui remplace un organe? Est-ce que c'est considéré un organe? C'est sûrement pas un organe. On peut le considérer comme un vêtement. On peut considérer ça comme un ustensile qui est au service de la personne. Mais est-ce qu'on peut sortir avec? Nous, on sait que pour sortir avec, on a deux solutions. Ou bien c'est un beged. Ça, on ne peut pas appeler ça un beged. C'est pas un vêtement. Ou bien c'est un tarchit. Donc là, c'est plutôt, il dit c'est sa chaussure, donc ça va avoir le statut de tarchit. C'est comme une parure, quelque chose, un objet extérieur au corps, mais qui vient enjoliver le corps. C'est exactement ça. Donc banal, c'est comme sa chaussure, et donc du coup, ça va avoir le statut de tarchit. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est un beged, parce qu'un beged en bois, ça n'existe pas. Ou aussi ça pourrait être, on pourrait dire que c'est un beged. On peut se poser la question, quand Rachid nous dit banal d'idée, parce que ça, une chaussure, c'est un beged, je pense. Donc, est-ce que pour lui, c'est un statut de beged, ou est-ce que c'est un statut de tarchit? Bon, j'aurais dit, si Rachid en parle de chaussure, que c'est plutôt un beged. Mais pourquoi j'hésite? Parce que regardez le Rachid suivant, on passe maintenant Daf Samorva Vamoudalov, le Rabbi Yossé Osser. Pourquoi Rabbi Yossé interdit? De lav tarchitou. Alors lui dit, c'est pas un tarchit. Alors, ça veut dire quoi? Mais Rabbi Meir aussi, il est d'accord que c'est pas un tarchit. Il a dit que c'est un beged. Alors il aurait dû dire c'est pas un beged. On peut comprendre de deux façons. Ou bien ça veut dire, non seulement je suis pas d'accord pour dire que c'est un beged, mais c'est même pas un tarchit. Peut-être c'est comme ça. Donc on peut rester en doute dans la position de Rabbi Meir. De toute façon, il considère que c'est comme sa chaussure, et donc on a le droit de sortir avec, soit parce qu'il assimile ça à un vêtement, soit parce qu'il assimile ça à un tarchit. Dans les deux cas, c'est permis. Rabbi Yossé dit, ce n'est ni un vêtement, ni un tarchit, donc on ne peut pas sortir avec. Mais là, on parle que de la chaussure, et on parle pas de la prothèse. Il n'y a pas de chaussure, c'est la prothèse dont on parle. Rachid a dit, c'est une prothèse qui a une forme de pied. C'est la chaussure. Oui, cette chaussure-là, c'est la chaussure prothèse. C'est la chaussure prothèse. Pardon? Si ça s'appuie pas dessus. Non, il s'appuie dessus. L'histoire, il ne s'appuie pas dessus. À ce stade, on ne comprend pas. Et on verra dans Tosfot qu'il y a une guersa qui est nismach là. Il s'appuie dessus. À ce stade, on comprend comme ça. On va voir, au fur et à mesure de notre étude, on va approfondir. Mais à ce stade de l'étude, on comprend qu'avec les éléments qu'on a, que c'est quelque chose avec lequel il marche. Donc il s'appuie dessus, donc c'est... Alors, on continue. Donc c'est clair, on a une marloquette, il faudra bien se poser la question de la halacha. Donc la halacha, on la voit déjà parce que vous avez un petit aleph sur Osser. Et aussi, nous savons que quand il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, on a des règles qui ont été édictées dans la Gemara de Eruvin, d'Afnunva, je crois. On dit que Rabbi Meir et Rabbi Yossi, halacha que Rabbi Yossi. Donc c'est pour ça que le petit aleph est placé ici. Donc finalement, ça voudrait dire que ce n'est pas considéré comme un tarchit et qu'on n'a pas le droit de sortir, de porter avec. On n'a pas le droit de sortir avec, mais ça s'appellerait porter. On continue la Mishnah. Ve'im yeshlobet kibul ketitin. Tamé. Donc là, comme on l'a déjà vu dans les Mishnahs précédentes, la Mishnah glisse du sujet de Shabbat sur le sujet de l'impureté. Bien que nous soyons dans le traité du Shabbat, mais comme on a parlé ici je ne veux pas dire d'un vêtement, d'un objet, disons, qui a un statut très spécial, c'est l'occasion de le traiter. Et donc la question qui va se poser, c'est est-ce que cette jambe de bois, cette prothèse,
reçoit l'impureté. À l'époque où il y avait les lois de pureté et d'impureté sur les objets avec cours. La Mishnah nous dit, ça dépend. Si cette prothèse est faite pour recevoir des kétitines, on va voir dans Rashi qu'est-ce que c'est les kétitines, tamé, alors elle reçoit l'impureté. Sous-entendu, mais sinon, non. Alors, on va voir dans Rashi pour plus de détails. V'im yeshlo bet kibul kétitine, ça veut dire quoi? Chez Nerkakbo, on a creusé, on a évidé. On avait déjà dit qu'on l'a évidé pour qu'il reçoive le moignon. Mais là, on l'a évidé que des kiboul kétitine, shel begadim rakin ou mouchin. Donc on comprend que kétitine, ça veut dire des morceaux qui ont été extraits, soit de begadim rakin, de vêtements qui sont particulièrement doux, pour ne pas irriter le moignon, ou bien mouchin, c'est pareil, mouchin on avait vu déjà que c'est de la laine qui est particulièrement tendre, douce. Donc ça veut dire que ce sont des morceaux de tissu spécialement doux qu'on mettrait à l'intérieur de la prothèse pour protéger le moignon. D'ailleurs ce que dit Rashi, l'aniach roche choco aléen, on met à l'intérieur de cette prothèse, on met à l'intérieur des chiffons qui sont en tissu particulièrement doux pour qu'il puisse ensuite poser l'extrémité de sa jambe, c'est-à-dire de son moignon, à l'aine dessus. C'est ça le cas. Donc, il y a deux cas. Il y a des cas où on n'est pas aussi délicat, il met directement son moignon sur le bois, mais c'est pas très agréable. Ou alors il y a des cas, une gamme supérieure, où on a tapissé à l'intérieur avec un tissu qui est doux et qui permet de protéger le moignon. Tout dépend peut-être à quel endroit ça dépend aussi peut-être de la nécessité. Et ça, c'est ça. C'est possible aussi. C'est ça. Et alors, donc, c'est seulement à cette condition-là que la prothèse reçoit l'impureté. Alors, tamé, regardez Rashi, tamé veut dire mekabel tumat maga. Tamé ne veut pas dire que c'est ipso facto impur, parce que pour être impur, il faut que ce soit en contact avec une source d'impureté. Quand on dit ici tamé, ça veut dire il est accessible à l'impureté. Mekabel tuma, il peut recevoir l'impureté maga par un contact, sous-entendu, avec une source d'impureté quelconque. Alors, c'est quoi le chidouche? À partir du moment où il y a un bet qui boule, c'est évident que c'est tamé. Bravo, alors c'est la suite de Rashi. Merci pour la transition. Donc c'est pour ça que Rashi ne s'arrête pas là et il continue. Aval, imenlo, ela bet kiboul, roche choco. Par contre, si le bet kiboul, donc ce réceptacle qui a été creusé dans le bois, ne sert que à recevoir l'extrémité de la jambe, le moignon, ve'enomeni arsham ketitin, mais qu'il n'y dépose pas ces chiffons dont nous avons parlé, lav bet kiboul letum'a. Ça n'a pas un statut de bet kiboul, de réceptacle pour pouvoir lui conférer l'impureté. Là, le Beit Hadash rajoute hu. Donc c'est plus pour la sonorité de la phrase, c'est mieux. Lav bet kiboul letum'a hu. Ça n'est plus un réceptacle pour l'impureté. Va veler kepshute kliet. Et c'est donc considéré comme un ustensile en bois rectiligne qui n'a pas de réceptacle. Et ça, nous avons déjà vu qu'un ustensile en bois mais qui n'a pas de réceptacle, qui est tout droit, ne reçoit pas l'impureté. Pour quelle raison? Rashi nous le rappelle. Alors là on a Vedoumia, mais le Beit Hadash corrige le Vav en Dalet, des Doumia de sac ba'inan. Parce que la Torah elle a dit au or au sac, au béguet de or au sac. Donc quand on parle de Kéli, on a le Kéli, il est comparé au sac. Puisque dans le même verset, on a parlé de sac et de Kéli. Et donc, il faut pour que le Kéli, un ustensile en bois, reçoive l'impureté,
il faut qu'il ait la même caractéristique que le sac, à savoir, donc je reprends les mots, Doumia de sac ba'inan, nous exigeons qu'il ait les mêmes caractéristiques que le sac, chez Kiboul, chez l'eau, Asui le taltel aliado, machenotni le toho. Le sac, non seulement il a un réceptacle, mais le réceptacle qu'il a, il est conçu pour pouvoir déplacer grâce à lui ce qu'on a mis dedans. À quoi ça sert un sac? Un sac, c'est pour mettre des choses dedans et déplacer les choses en question grâce au sac. Aval shoko, et non mitaltel al-gabe akeli. Or, si la prothèse en bois, elle n'est là que pour contenir la jambe, eh bien, là, ce n'est pas la prothèse qui transporte la jambe, c'est la jambe qui transporte la prothèse. Vous êtes d'accord? S'il y a une jambe qui est dans une jambe de bois, et enfoncée dans une jambe de bois, qu'est-ce qui déplace quoi? C'est pas, on déplace pas la jambe de bois pour déplacer le corps, c'est l'inverse, c'est le corps, c'est la jambe qui va bouger et qui va du coup déplacer aussi la jambe de bois. Donc vous voyez, voilà la réponse à votre question. Il y a bien un bet kiboul, mais tous les bet kiboul ne sont pas suffisants pour conférer à du bois, à un keli en bois, la propriété d'impureté. Il faut vérifier que le bet kiboul est fait pour déplacer ce qu'il contient, pour déplacer le contenu, mais non pas si c'est le contenu qui déplace le contenant. Alors là, ça s'appelle pas un bet kiboul parce que c'est pas comme ça. Donc c'est parfaitement clair, je trouve. On avait vu par exemple une cuillère en bois, si c'est plat, c'est pas le kametuma. Ouais. Et s'il y a un petit creux, oui. donc à partir du moment où ça peut transporter. Parce que ça transporte. La cuillère, elle est faite pour transporter, pour mettre dans la bouche, et c'est bien ça. Là, c'est un cas exceptionnel. Ouais. C'est un cas exceptionnel, le cas de la béquille. Si je veux référer à la fiole d'huile qu'ils ont trouvée dans une caisse en bois, et que la caisse en bois ne contracte pas tout. Où vous trouvez à qui vous dit qu'il y a une caisse en bois? On a vu un commentaire que la fiole était dans une caisse en bois et que le bois ne contracte pas. C'est pas dans la Gemara, c'est pas dans la Gemara, c'est la Gemara dans Shabbat. La Gemara, c'est l'histoire de la fiole. On l'a étudié dans le deuxième péril de Shabbat. Il n'y a pas de caisse en bois. Et on parle d'un parchemen qui était Khatoum de Chotamo Shel Kohen Gadol. Donc c'est une fiole qui était scellée. Il n'y a pas écrit qu'elle était une caisse en bois. Enfin, peu importe. Et alors, donc, cette caisse en bois, si elle existait. Oui. La fiole était dedans. Donc, si elle est décabellée tout mal, elle n'est pas plate, la caisse est creuse. Bien sûr, la caisse était tamée, alors. Et donc, comment on sait si une fiole a été TVA ou pas? Il suffit de toucher le verre, même s'il y a aucun, ça peut être tamé par le contact. Non. La fiole, c'est en verre. Non, c'est du clichérès. C'est en argile. L'argile ne reçoit pas la touma par l'extérieur. Le clichérès ne peut pas recevoir l'impureté par l'extérieur. Il faut, pour rendre tamé l'intérieur, il faut mettre que la touma pénètre à l'intérieur. Là, comme elle était scellée, ils n'ont pu la toucher que de l'extérieur, donc l'huile était restée pure. C'est ça l'explication. Mais là, c'est pas la souria, là. Alors, on continue. Ça veut dire qu'il faut réviser, hein. Quand on aura fini tout Shabbat, on recommencera tout début. Alors, on continue. Donc, Imiejlo, Bet Kiboul, Ketitin, Tamé, on a expliqué maintenant que si la prothèse est faite pour recevoir des chiffons, alors elle est impure, elle reçoit l'impureté. A contrario, elle ne reçoit pas l'impureté. Maintenant, la Mishnah poursuit toujours dans le domaine de la Touma, et elle nous dit Smuchot shelo temein midras veyotzin baen beshabbat venichnasin baen bazara. Alors, on passe à autre chose maintenant, toujours dans le même domaine évidemment, et on parle des smuchot shelo. Shelo, c'est-à-dire, on est toujours du kita. On parle toujours de l'estropié.
qui a maintenant des smuchot. Alors c'est quoi smuchot? On sait que somer, ça veut dire soutenir. Mais c'est quoi smuchot? Somer noflim, qui soutient ceux qui tombent. Mais smuchot, ça veut dire quoi? On regarde dans Rashi. Smuchot shel kita. Alors déjà Rashi nous explique que shelo, ça se rapporte au kita, ce que j'ai expliqué. Donc les smuchot de l'estropié. Alors là, il s'agit d'expliquer qu'est-ce que c'est que ces smuchot. Yesh kita b'shte ragla. Il y a malheureusement des cas où l'estropié est amputé de ses 2 pieds. Donc là, du coup, il ne peut plus marcher avec son pied. Il n'a plus de pied pour marcher. Donc comment il fait? Me'aler al-shokav ve'al-arkovotav. Ben, il marche sur ses genoux comme un enfant qui ne sait pas encore marcher et qui marche à genoux. Donc, al-shokav sur ses jambes, ve'al-arkovotav sur ses genoux. Ve'ose smuchot shel or, le shokav. Et donc, du coup, pour protéger la jambe, pour qu'elle ne soit pas éraflée sur le sol, il fait des smuchot shel or. Donc, on va traduire, les traductions traduisent par coussinets. Des coussinets de cuir pour protéger la jambe qui va marcher par terre. Donc, c'est de ça qu'on parle maintenant. Donc, si on change d'estropié, si l'estropié est amputé de ses 2 pieds et qu'il marche sur ses genoux, et qu'il a besoin de mettre des genouillères en cuir pour protéger le genou et la jambe, quel est le statut de ces smuchot? Alors, 1. Teme'in midras, elles reçoivent l'impureté. Alors, midras, on a dû voir déjà, la tumat midras est une tum'a qui concerne seulement certains types d'impuretés, des impuretés qui sortent du corps, comme le zav, la zava, la nida, où la Torah parle de merkav et de mishkav. La Torah, elle dit, à propos du zav, on l'a vu récemment dans la parashat Tazria, je crois, Metzora, je ne me rappelle plus exactement, ou même dans Shmini peut-être déjà, dans une de ces parachiotes, on a parlé du zav, de la zava, et on a dit que le merkav, asher yirkav alav azav yitma, amoshav asher yeshev alav yitma. Et donc on apprend de là quelqu'un qui a donc cette source d'impureté, qui a avatuma, comme le zav ou la zava, s'il s'appuie sur quelque chose sans le toucher, il confère quand même l'impureté. C'est ça du tomate midras, c'est par le fait qu'il est appuyé dessus. Alors donc c'est ce qu'on dit ici, qu'il rend impur non seulement par contact, mais même par midras, même s'il y a un écran entre le coussinet de cuir et le corps de la personne, eh bien, il sera tamé, tumat midras. On va faire Rashi. Tume'in midras, im zavhu, à condition, évidemment, on parle de quelqu'un qui soit zav ou assimilé, de'a lesmichat gufo avid. Pour quelle raison ça va communiquer l'impureté de midras? Parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour supporter le corps de la personne. Ou midras azav, naasa avatuma. Or, il faut savoir, nous dit Rachid, on l'a haussé, mais il faut corriger naasé. Le recherche signale qu'il faut corriger naasé et que le ran lui-même aussi, lorsqu'il ramène Rachid, il a la version naasé. Donc, le midras azav a le non seulement il devient impur, mais il a même le statut de avatuma. C'est-à-dire que là, Rashi nous dit aussi pourquoi on a dit que c'est Tamé Midras. Finalement, on aurait pu dire que c'est Tamé Tumat Maga. Mais si c'était Tumat Maga, il aurait le coussinet aurait un statut de Rishon la Touma. Puisque vous savez qu'au fur et à mesure que l'impureté se transmet, elle s'affaiblit. Donc quand le Avatuma communique l'impureté à quelque chose, à un objet, l'objet devient Rishon la Touma. Puis ensuite, Sheni, Shlishi, etc. Mais là, le Midras, puisque la Torah a dit Amirka vasher alav yitma, Mishka amosha vasher alav yitma, c'est Avatuma. Donc le Zav par Midras, le Zav il est Avatuma, et en s'appuyant sur l'objet en question, il en fait aussi un Avatuma. C'est ça que Rashi nous dit. C'est pour ça que c'est important de dire, c'est pas comme plus haut il avait dit concernant le Imyesh Lobel Kibul Ktitin, que c'est Tumat Maga. S'il laissait entendre qu'il n'y a pas Tumat Midras. On pourrait se poser la question, pourquoi il n'y aurait pas Tumat Midras d'ailleurs? Maintenant qu'on a vu qu'il y a Tumat Midras, pourquoi plus haut Rashi a dit Maga?
Ça, c'est une question qui est soulevée, mais c'est un peu prématuré, on en parlera ultérieurement. Donc voilà, donc le Rashi, encore une fois, Tamei Midras, Imzavhu, si les Zav, le coussinet en cuir devient Tamei Midras, parce qu'il est fait pour supporter le corps, et le Midras du Zav devient lui-même Avatum. Donc ça, c'est la première dîme de la Mishnah concernant les coussinets. Les coussinets étant faits pour supporter le corps de la personne, si cette personne a le statut de Zav, c'est-à-dire qu'elle a un écoulement séminal particulier, pathologique, qu'on appelle le Zav, ou bien si c'est une femme qui a un saignement utérin, eh bien, Temein Midras, ils rendent le coussinet impur Avatuma. Ça, c'est un. 2. Yotzin Baen Beshavat. Là, par contre, tout le monde est d'accord, semble-t-il, qu'on peut sortir avec le Shabbat. Alors, pour quelle raison? Rashi nous dit de Tarshit d'idée où. Là, il y a unanimité. Quand c'était la jambe de bois, on pouvait se poser la question si c'est considéré comme un Tarshit ou pas. Mais ça, c'est une sorte de gaine qui vient habiller la genouillère, qui vient protéger le genou et la jambe. C'est clairement un statut de Tarshit. Et là, tout le monde est d'accord que donc c'est Tarshit, et donc c'est une sorte de parure pour la personne, et donc elle peut sortir avec le jour du Shabbat. Troisième point, alors ça c'est quelque chose on n'a pas du tout encore parlé, Nichnasin ba'en ba'azara. À l'époque du Beth Amikdash, ou même après d'ailleurs, il y a un issour de rentrer dans la Hazara, quand on est impur. Si on est impur, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand nous sommes tous impurs, on n'a pas le droit de rentrer dans on appelle ça, sur le mont du Temple, sur le mont du Temple, sur le Harabaïd, on n'a pas le droit de rentrer parce que c'est un statut de Hazara, on est impur, on n'a pas le droit de rentrer. D'ailleurs, c'est toujours une incompréhension quand on voit des fois des gens religieux qui, pour des raisons politiques, se mettent à rentrer là-bas, alors qu'il y a un grand panneau de la Rabbanut Harashit qui dit attention, on n'a pas le droit de dépasser cet endroit-là, et je n'ai jamais compris ça. En tout cas, peut-être c'est parce qu'ils ont des calculs que c'est pas encore la Hazara, ils vont dans des endroits où, d'après certains, la Hazara va un peu plus loin, et donc c'est peut-être là-dessus qu'ils jouent. Apparemment, il y a des tracés précis. Il y a des tracés précis, alors peut-être. Où aller ou pas. Voilà, peut-être pour être comme Zaké, voilà, pour l'Atzdik. Il faut connaître. Il faut bien connaître et il faut être sûr que c'est respecté. Alors, donc pour revenir à notre sujet, on peut rentrer avec ses genouillères dans la Hazara. Mais pourquoi on ne pourrait pas? Alors Rashi nous dit de Afagav de Tnan. Alors ce n'est pas une question d'impureté ici, c'est plus compliqué que ça. Bien qu'il y ait une Mishnah dans Brachot, Dafnun Dalot Amud Aleph, qui nous dise Lo yikanes Adam le Harabayit beman alor. Non seulement on n'a pas le droit d'y rentrer impur, mais même pur, on n'a pas le droit d'y pénétrer avec ses chaussures. Il faut enlever les chaussures comme dans une mosquée. Et donc là, la question peut se poser, est-ce que c'est assimilé à une chaussure? Alors c'est ça que Rashi nous dit. Donc je reprends. Afagav ditna no ikanes adam le harabayit bemenalo hanel almanal minou de l'af borosh ragloen. Ces coussinets ne peuvent pas avoir le statut de chaussure. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas situées à l'extrémité du pied, elles sont à l'extrémité de la jambe, puisqu'elles sont sur le genou, elles recouvrent la jambe, mais elles ne sont pas à l'extrémité de la jambe, là où il y avait le pied. Donc ça ne peut pas avoir le statut de chaussure. Pour avoir un statut de chaussure, la chaussure se trouve à l'extrémité du pied. Et là, elle n'est pas à l'extrémité du pied, c'est avant. Et c'est clair que ça n'a pas le même... Pardon ? Oui, mais la chaussure, c'est quand on marche sur ses pieds. La chaussure, c'est fait pour protéger le pied qui marche. Et là, il marche à genoux. On ne peut pas considérer que ses genoux, c'est comme ses pieds. On n'appelle pas ça les pieds, on appelle les moignons. Pardon ? Les moignons. Le moignon. Les moignons, voilà. Oui, on a déjà parlé du moignon avant que vous n'arriviez. Ah d'accord, oui. C'est enregistré. Et donc, mais là, effectivement, le coussinet n'est pas sur le moignon. S'il était sur le moignon, alors dans ce cas-là, effectivement, on pourrait dire que c'est comme sa chaussure, mais ce n'est pas le cas. On a dit qu'il est sur le genou, le prolongement du genou. Donc ça ne peut pas avoir un statut de chaussure. Voilà l'explication. Fonctionnellement, c'est quand même
il les utilise comme un pied. C'est là-dessus qu'il s'appuie et c'est avec ça qu'il arrive à marcher. Oui, mais ça peut pas avoir. Aujourd'hui, les handicaps, enfin les amputés des deux jambes ont des moyens, ils ont des jambes artificielles. Eh bien oui, on n'en est plus, ben oui. Alors, le problème des jambes vous allez voir d'ailleurs, la suite de la Mishnah nous montre quel saut la science a fait par rapport à ce qui existait au niveau de la Mishnah. Vous allez voir, on continue, regardez la suite. Donc là, ça veut dire que par opposition au premier cas, le premier cas, lui, il pouvait pas rentrer puisque c'était à la place de chaussures. D'après Rabbi Meir, c'est sûr, puisqu'il lui dit que c'est un manal. D'après Rabbi Yossé, on peut se poser la question. Puisque Rabbi Yossé dit que c'est pas un manal, c'est pas un tarchit. Mais d'un autre côté, il marche avec. Donc il est logique de penser que par rapport à ça, même si on ne lui donne pas un statut de chaussure à part entière, mais comme il l'utilise au niveau du fonctionnel, c'est vraiment ce qui remplace le rôle de la chaussure, il est possible il est logique de dire que ça serait interdit, effectivement. Alors maintenant, regardez le cas suivant. Qui c'est ou smuchot shelo tmeim midras ve'en yotzin ba'in b'shabbat ve'en nichnasim ba'in ba'azara. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est la chaise? Comment la chaise est-elle utilisée ici? La chaise et les coussinets, et les coussinets de l'estropié, les deux, semble-t-il, sont impurs de la Touma de Midras, donc deviennent Avatouma, et on ne peut pas sortir avec le Shabbat, et on ne peut pas non plus aller dans la Hazara avec. Alors de quoi il s'agit? Là de nouveau, il faut comprendre la configuration. Alors regardez Rashi, qui c'est? Yesh Kita. Il existe certains types d'estropiés. Chez Yavshu Vekavetsu Guidé Shokav. Yavshu, ça veut dire desséché. Kavtsu, ça veut dire tordu. Shokav, c'est les jambes. Et Guidim, alors le mot guide, il est un petit peu flou, ambigu, parce que ça peut vouloir, des fois ça veut dire le nerf, des fois ça veut dire le vaisseau, des fois ça veut dire le ligament. Donc là l'idée est de dire que quand il dit kaftsu guidav, c'est les ligaments croisés. Ça pourrait être ça. C'est dans le genou. C'est dans le genou, les ligaments croisés. Il n'y en a pas plus bas? C'est dans le genou. Mais c'est possible. C'est possible que ce soit dans le genou, là. On parle d'un estropié. Donc l'estropié, on avait dit qu'il marchait à genoux. Oui. Ouais, mais s'il a les ligaments croisés... Il a peut-être encore un bout d'os en dessous du genou. Oui, certainement. Mais du coup, il ne peut plus marcher sur ses genoux. Parce que ça fait trop douloureux. Yeshkita, regardez ce que dit Rashi. Yeshkita, sheyavshu vekavtsu guidé shokav, afilu alarkovotav eno yachol eleh. Donc cette personne-là, il y a des types d'amputés où les ligaments ont été desséchés et tordus ou croisés, et que même sur ses genoux, il ne peut pas marcher. Alors comment on fait? C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, avec les prothèses, on a fait des bons extraordinaires. À l'époque, voilà comment on faisait. Veosin kumin kisen amour. On faisait comme une petite chaise, un petit tabouret. Veyoshev alav, sur lequel il est assis. Donc lui, il est assis sur une petite chaise, un petit siège. Uksheu me'aler, et lorsqu'il veut marcher, nismach al yadav, il s'appuie sur ses mains, besafsalim ktanim, avec des petits bancs. Il tient dans les mains des tout petits bancs, et il prend appui sur les bancs, et il se projette en avant. Comme des béquilles, quoi. Ouais, un peu comme des béquilles. Donc c'est comme dit Rashi, nismach al yadav besafsalim ktanim, il s'appuie sur ses mains à l'aide de petits bancs. Ve'oker gufo min haaretz, il soulève son corps de la terre. Venitraf le fanav, et il se porte en avant. Ve'chozer venach alachorav ou alacharav, et ensuite il se repose de nouveau sur son arrière. Ve'akise kashulo me'achorav,
Et donc, là, quoi elle sert la chaise? Elle est juste attachée à son postérieur. Et c'est pour le confort, simplement, pour amortir le coup. Pour le suivre. Et pourquoi il a besoin de cette chaise? Il pourrait être assis par terre et faire la même chose. Mais probablement que c'est plus confortable. Peut-être que ça permet d'avoir plus de... Parce qu'il va avancer. C'est une protection. Et peut-être qu'il est plus haut. Du fait qu'il est plus haut, ça lui permet de se projeter davantage, je ne sais pas exactement. En tout cas, voilà le cas. Donc en fait, la Mishnah a parlé de 3 sortes d'estropiés. Le premier cas, c'était l'estropié amputé d'un seul pied, juste avec sa jambe de bois. Le deuxième, c'est l'estropié des 2 pieds, et lui, il marchait à genoux. Et le troisième, non seulement il est estropié des 2 pieds, mais en plus, il ne peut même pas marcher sur ses genoux parce qu'il a des ligaments croisés ou des choses comme cela. Et du coup, il s'avance avec des sortes de petites béquilles comme ça, que Rashi appelle des petits bancs. Et on lui a attaché une petite chaise pour le confort et pour amortir le choc, etc. Alors quel est le statut maintenant de cette chaise et de ses coussinets? Eh bien, donc là, il garde ses coussinets quand même, semble-t-il, puisqu'on a dit qu'il a kissé Usmuchot Shelo. Alors, où est-ce qu'on était dans Rashi? À Smuchot, maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est les Smuchot dans ce cas-là. Rashi, Smuchot Shelo Tokita, les Smuchot de cet estropié-là. Alors c'est quoi? Osela, Smuchot Shel Or, Oshel Etz, le rocher chokav oraglav ateluyim. Alors, pourquoi il met des... Parce que là, la question se pose, mais là, il ne marche plus sur ses genoux. Donc, dans la mesure où il ne marche plus sur ses genoux, il n'a pas besoin de protéger ses genoux. Alors, pourquoi il faut mettre des smuchot? Alors, Rashi nous dit, ces smuchot, premièrement, soit elles sont en cuir, soit elles sont en bois, et il les pose le raché chokav, à l'extrémité de la jambe, donc sur le moignon. Au raglav, ou alors même ça peut être des pieds. La Rashi a l'air de dire que même quelqu'un, il peut avoir des pieds, mais comme il est paralysé des pieds, il ne peut pas les utiliser. Et donc, alors c'est à l'extrémité, soit du moignon, soit du pied, qu'il met ces petits coussinets en cuir ou en bois, à telouyin, qui sont suspendus. Parce que les pieds, semble-t-il, sont pendis comme ça dans l'air. Ou kshenishan al-yadav. Et lorsqu'il s'appuie sur ses mains, comme on a dit, vo'oker atzmo, et qu'il se soulève, nishan gam al-raglav ktsat. Il utilise un peu les pieds autant que faire se peut. Donc c'est pour ça que les pieds, le bout du moignon ou le pied est posé par terre. Il est suspendu par terre, mais il peut toucher le sol. Donc au moment où il prend appui pour se soulever, il utilise un petit peu ses pieds aussi, un petit peu. Et donc pour ça, il faut les protéger, et c'est pour ça qu'on met des smuchot. C'est clair? Alors leur statut c'est quoi? Temein midras, ben, c'est logique, ils sont impurs parce qu'ils s'appuient dessus, puisqu'on a dit qu'ils s'appuient et sur la chaise, c'est son siège. Donc ça c'est évident. Et les smuchot, puisqu'on a dit qu'il s'appuie dessus avec ses pieds quand il veut s'élever et se projeter, donc il y a un midras. En yotzin bain be Shabbat, pourquoi? Alors pourquoi il ne peut pas sortir avec le Shabbat, puisque finalement ça lui sert de chaussure? Alors Rashi nous dit, Raboteinu omrim mipne she'einam tzrichim lo kolkar. Nos maîtres, il ne dit pas mes maîtres, il dit nos maîtres. Donc il a l'air de dire que c'est les maîtres probablement des académies allemandes de l'époque de Rashi. Eux, ils expliquent parce que Einam tzrichim lo kolkar, parce que cette chaise et ces coussinets en cuir ne sont pas vraiment utiles, ils ne sont pas très nécessaires, ils pourraient s'en passer. C'est confort. C'est du confort. Et de ce fait, donc, ils n'ont pas un statut ils n'ont pas un vrai statut de chaussure ou de tarchit, et donc du coup, ça ne rentre pas dans la catégorie de ce qu'on peut porter avec soi le Shabbat. Velon le irali,
ça ne me plaît pas, cette explication. Velon irali ta'ama. Alors je crois qu'il y a une petite correction. Velon irali haïtama. Cette raison ne me convient pas. Parce que ça ne sert pas beaucoup. Et alors, mais ça sert. Du moment que ça sert. Pourquoi il faut que ça sert à 100%? Du moment que c'est utilisé, ça devrait être utilisé comme un tarchit. On met un collier, ça ne sert pas énormément, ça sert, c'est utile, c'est sympa, ça enjolive la personne. Pourquoi on ne dirait pas, là aussi, ça l'aide. Chaussures aussi. Chaussures aussi, ça, on pourrait s'en passer. Il y a des gens qui s'en passent, on rencontre dans la rue des gens sans chaussures. Donc on pourrait s'en passer, c'est un confort. Alors, j'ai dit, franchement, cette explication-là ne me convainc pas. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Vika le Meima, on peut expliquer de Haïdé de Talou velomanche ahara zimnin de mishtalfe. Étant donné qu'on a expliqué que, alors je ne sais pas s'il parle de la chaise aussi, c'est possible, la chaise et les coussinets, ils sont suspendus en l'air. Alors les jambes, oui, sont suspendues toujours en l'air, si la chaise est un peu élevée et que la jambe est coupée, et on peut imaginer que le coussinet de cuir qui les enveloppe ne touche pas le sol, et donc il est en l'air, et la chaise, quand il se soulève, elle est dans l'air aussi par définition. Donc étant donné que l'homme incheara, que ce n'est pas tout le temps posé par terre, zimnin de mishtalfe, il peut arriver que ça se décroche. Donc la chaise ou le coussinet, dans la mesure où il n'est pas tout le temps au sol, il peut parfois arriver qu'il se décroche. Et s'il se décroche, qu'est-ce qui va se passer? Il va être amené à le transporter. Et là, il y a le problème qu'on a déjà vu 100 fois, que s'il y a un risque qu'on en vient à le transporter, alors les Chachamim l'ont interdit a priori. Voilà la raison pour laquelle on ne peut pas sortir avec le Shabbat. Et pourquoi on ne peut pas aller maintenant dans la Hazara avec? Rashi, de Manal Ninou, parce que ça a un statut de chaussure, dans la mesure où c'est ça qui leur permet d'avancer, donc c'est un statut de chaussure. Donc c'est pas comme, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est pas comme les coussinets, c'est pas ça qui permet d'avancer, quand c'est juste pour protéger, alors ça ne permet pas d'avancer. Donc on voit ici que la définition de Manal, c'est ce qui permet d'avancer. Là Manal Ninou, parce que là, c'est ça qui permet d'avancer. Voilà pour le troisième cas. Et on termine avec le dernier cas de la Mishnah, Luktemin, théorie, Venyotzin Baer. Alors c'est à nouveau un nom très, très peu connu, Luktemin. Théorine, ils sont purs, ça veut dire ils ne peuvent pas devenir impurs. Venyotzin Baen, sous-entendu le Shabbat, et on ne peut pas sortir avec le Shabbat. Alors qu'est-ce que c'est que Luktemin? Rashi, Talmask, c'est un masque. Talmask, en vieux français, ça donnait masque en français. Donc c'est un masque. Mais pas n'importe quel type de masque. Nassin lesrok, c'est fabriqué pour s'amuser. La vitinokot, pour faire peur aux enfants. Donc c'est des masques avec des figures de monstres, et donc ça fait peur aux enfants. Alors, théorie... Quel rapport avec ce qui précède? Pardon? Quel rapport avec ce qui précède? Le rapport, c'est la question de savoir est-ce qu'on peut sortir avec le Shabbat, est-ce que c'est impur? Puisqu'on est en train de parler de choses, c'est ça tout l'objet de cette Mishnah, est-ce qu'on peut sortir avec, pas sortir avec, etc. Oui, mais là on est dans le cadre de l'estropié, différents types d'estropiés, etc. Non, mais on n'a pas parlé que de l'estropié, on parle maintenant, on passe à autre chose, puisqu'on est en train de parler de ce que Yotorin, Tamei, Yotzin Baen et Yotzin Baen. Alors c'est vrai que Nichnasin Ba'azara, la question ne se pose pas. Donc là, la Mishnah ne parle plus de la Hazara, parce qu'il n'y a pas de raison pourquoi on ne pourrait pas sortir avec un masque dans la Hazara, puisque c'est pas, ça n'a rien à voir avec une chaussure. Par contre, Théorine, pourquoi c'est pur? Théorine, Rashi nous dit, le Kabel Touma, Deno, Loklitashmish, Velotarchit. Parce que pour recevoir l'impureté, il y a deux solutions. On l'a vu déjà. Soit c'est un objet, c'est-à-dire un ustensile, c'est-à-dire quelque chose qui a une utilité, qui est fonctionnel,
tashmish, ou alors quelque chose qui sert à une parure, à parer. Or là, ce masque, c'est pas une parure, c'est le contraire. Ça enlaidit la personne plutôt que de l'embellir. Donc ça n'est pas tarshit, ce n'est pas tashmish, donc ce n'est pas mekabel tumar. Veyotzin bael, et on ne sort pas avec. Rachid n'a même pas pris la peine de dire pourquoi on ne peut pas sortir avec. Eh bien, semble-t-il, parce que la raison qu'il a donnée pour la touma suffit aussi pour ça, puisque ce n'est pas un tarshit, ce n'est pas un klitashmish, ce n'est pas un beged, donc ça ne rentre pas dans les catégories qui permettent de sortir avec le Shabbat. Voilà l'explication de notre Mishnah, donc qui pourrait paraître assez... Déjà on pourrait penser qu'on a déjà tout compris, on va se rendre compte qu'on est loin d'avoir compris tout ce qui reste à expliquer, et on va donc commencer à attaquer l'étude du Tosfot. Le Tosfot se trouve encore dans la page précédente, Daf Sameh Amud. C'est le dernier Tosfot de la page, mais vous voyez qu'il n'est pas petit. Donc on revient sur le début de la Mishnah. Akita Yotze Bekav Shelo. Donc l'estropié peut sortir avec sa jambe de bois d'après l'opinion de Rabbi Meir, alors que Rabbi Yossé est d'un avis opposé. Regardez Tosfot, Peihei, Perash Akuntras, Rashi a expliqué, Kita, c'est quoi Kita chez Nikte Araglo? C'est quelqu'un qui a été amputé du pied. Ose Kemin de Fous Regel, on lui fabrique quelque chose qui ressemble à un pied. Vechokek Bom Hat, et on l'évide un petit peu, on le creuse un petit peu, la soum roche choco betocho, pour qu'on y introduise l'extrémité de la jambe, c'est-à-dire le moignon, à l'intérieur. C'est ce que nous, on n'avait pas dans Rashi chez nous, mais qu'on avait vu dans le Rashi à la Rif. Vous voyez que Tosfot avait ça dans son commentaire de Rashi. Donc c'est bien la preuve que notre Rashi, là, il est déficitaire. Dans notre version de Rashi, il manque clairement d'expliquer ce commentaire-là. Et là, c'est là qu'on a un problème. Rashi dit « Enon ismach alav » et il ne s'appuie pas dessus. Et là, on ne comprend pas. Elle a une jambe de bois. Au contraire, elle s'appuie dessus. Et vous voyez qu'il y a une correction. Sfarim samach alav, ça veut dire Sfarim acherim. Dans d'autres textes, il y a écrit « Ve'un ismach alav » et il s'appuie dessus. Donc, on a deux versions ici, il faut se poser la question de savoir quelle est la bonne. Le Maharsha dit, apparemment, la bonne version, c'est Vehun Ismach alav. Sauf que ça va soulever un problème. Donc pour l'instant, on va admettre, comme le Maharsha, qu'il ne faut pas avoir la version Enon Ismach alav. Bien qu'on avait vu Enon Ismach alav, on l'avait vu dans le Rashi à la Rif, il y avait aussi Enon Ismach alav. Et le Ran, lui, il enlève les mots. Comme ça, quand le Ran reprend, il ne parle pas de Somer Halav ou pas Somer Halav. Mais encore une fois, puisqu'on parle de quelqu'un qui est estropié et on lui a remplacé son pied par une prothèse, par une jambe de bois, a priori, il s'appuie dessus. Donc on va pour l'instant valider la version de Unismach Halav. Ça voudrait dire qu'il se déplace à ce pied et ça c'est que esthétique. S'il ne s'appuie pas dessus. Ah, s'il ne s'appuie pas dessus, ça voudrait dire que c'est juste esthétique. Et que, mais quand il se déplace, il saute à cloche-pied. Bah oui. Il marche à cloche-pied. Sinon, il s'appuie obligatoirement dessus à un moment. Oui, c'est ça. Mais on ne voit pas pourquoi il ne s'appuierait pas dessus. Oui. C'est pour ça qu'on dit Nismach Halav. Non, mais pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça pourrait être de ne pas s'appuyer dessus. Ça pourrait, oui. D'accord, on va dire comme vous. Par la suite, on va avoir des nouveaux éléments qui vont nous permettre de modifier encore la compréhension. Alors, et voilà la raison pour laquelle on l'autorise, d'après Rabbi Meir, à sortir avec cette jambe de bois, de manal d'idéou. Sous-entendu, Rabbi Meir pense qu'elle lui sert de chaussure. Et de la même façon qu'on a le droit de sortir avec une chaussure, c'est sa chaussure. Et c'est pour ça qu'il peut sortir avec. Rabbi Yossé Osser,
Quant à Rabbi Yossé, il interdit de l'aftarchitou ve'eno manal. C'est un peu ce qu'on avait expliqué, que quand Rashi nous dit c'est pas un tarchit, il vient nier les deux. Que c'est pas un tarchit, et inutile de dire que c'est pas non plus une chaussure. Donc ça rentre dans aucune des deux catégories qui nous permet de sortir habituellement le Shabbat. Va masouille, et automatiquement ça devient un masouille. Donc ça serait même un issour de Horaïta de sortir avec. Voilà comment Rashi a expliqué la Mishnah et la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Est-ce que c'est comme une chaussure ou un tarchit, auquel cas il peut sortir avec, ou bien est-ce qu'on dit que ça s'appelle ni chaussure ni tarchit et donc il ne peut pas sortir avec. Veikshar Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, Rabbeinu Tam, a posé une question à cette explication de Rashi. De B'Masechet Yoma, parce que dans le traité de Yoma, comme vous savez, c'est le traité qui traite de Yom Kippour, Daf Ayin Chet Amud Bet, Mashma de le couler alma man al ou vasur lin olbo be Yom Kippourim. Parce qu'il ressort là-bas que c'est pas comme Rashi a dit. Tout le monde est d'accord qu'il est interdit de mettre, tout le monde est d'accord de dire qu'une jambe de bois pour un estropié a un statut de chaussure. Et là-bas, l'implication, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre une telle jambe de bois, un estropié n'a pas le droit de mettre sa prothèse le jour de Kippour, parce qu'on n'a pas le droit de mettre une chaussure en cuir d'habitude, et donc ça, on considère que ça c'est sa chaussure, il n'a pas le droit de la mettre. Donc la question de Rabbeinu Tam, elle est comment Rashi peut-il nous dire qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé sur le statut de la jambe de bois, est-ce qu'on l'assimile à une chaussure ou pas, alors que dans la Gemara de Yoma, on dit qu'il y a unanimité pour dire que ça a le statut de chaussure par rapport au fait d'interdire ça, de la porter le jour du Kippour. Alors je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara de Yoma. Là-bas, la question est de savoir, est-ce qu'on peut porter une chaussure qui serait faite, pas en cuir, mais avec du jonc. C'est ça la problématique de base. Et alors, au début, la Gemara voulait prouver puisque il y a une braïta qui dit que Rabbi Meir et Rabbi Yossé sont d'accord pour dire qu'un estropié ne peut pas sortir avec sa jambe de bois. Et donc, ça prouve que, bien que pour Rabbi Yossi, au début la Gemara elle comprenait que Rabbi Yossé pense que ce n'est pas un manal, mais bien que ce ne soit pas un statut de manal, on voit que Rabbi Yossé interdit de le porter le jour de Kippour. Donc, si on voit que même quelque chose qui n'a pas un statut de chaussure, on n'a pas le droit de le porter le jour de Kippour, donc une chaussure qui est en roseau, même si elle n'a pas le statut de chaussure, ben on ne pourra pas la porter. Encore une fois, si la Gemara se pose la question, qu'est-ce qui est on n'a pas le droit de porter à Yom Kippour? Est-ce qu'il faut que ça s'appelle chaussure, ou bien, même si ça ne s'appelle pas chaussure, on n'a pas le droit de le mettre, du moment que ça entoure le pied et que c'est dans un matériau particulier. Alors la Gemara dit, regarde, il y a écrit, une braïta qui dit que Rabbi Meir et Rabbi Yossé sont d'accord pour dire qu'un estropié ne peut pas porter sa jambe de bois le jour de Kippour, parce que ça s'appelle Te'anu et Nefshotechem, il ne respecte pas l'interdiction de se mortifier le jour de Kippour s'il met sa prothèse. Alors, Rabbi Meir, on comprend, puisque Rabbi Meir, il dit que ça a un statut de chaussure, et on ne met pas de chaussure à Yom Kippour. Mais Rabbi Yossé, lui, dit que ce n'est pas une chaussure, et quand même il interdit. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que quelque chose qui est un végétal, que du bois ou du roseau, même si ce n'est pas un statut de chaussure, ça devient interdit. Voilà ce que la Gemara voulait démontrer. Et là-dessus, il y a Rava qui vient, et qui dit, non, cave, c'est pas ça. Parce que, donc, c'est pas une preuve, parce que même Rabbi Yossé, il pense que c'est un na'al. Alors c'est normal, quelque chose qui est na'al, c'est assourd. Mais par contre,
c'est-à-dire pour l'estropié, tout le monde est d'accord que la jambe de bois a un statut de Na'al, puisqu'il n'a pas d'autre solution, il n'y a que ça qu'il peut mettre, donc c'est son Na'al. Par contre, une chaussure en roseau, il y a d'autres solutions. Et donc là, ça ne prouve pas que ça soit interdit. Donc on voit que d'après Rava, au début la Gemara, elle avait effectivement compris comme Rashi que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, c'est est-ce que c'est un statut de Na'al ou pas. Mais Rava vient dire, non, ils disent tous que c'est un Na'al. Alors donc la question de Tosfot est, Rabbi Loutam dit, mais ce que dit Rashi, l'explication de Rashi, elle contredit la conclusion de la Gemara dans Yoma. Voilà le problème. Alors maintenant, donc Rabbi Loutam repousse le pshat de Rashi. Donc nous, on va devoir après prendre la défense de Rashi, on voit comment Rashi va s'en sortir. Mais puisque ce qu'il dit correspond à la Avamina et la Gemara de Yoma, mais pas à la Maskana. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que Rabbi Loutam propose à la place de Rashi. D'accord? Alors, on revient dans Tosfot. Ou le Inyan Shabbat. On est dans la première ligne de l'élargissement de Tosfot, ou là, du milieu de la ligne, ou le Inyan Shabbat, Behaou de plier. Alors Rabbi Loutam dit, donc je ne suis pas d'accord avec Rashi, et voilà par rapport à Shabbat dans notre Mishnah, le point sur lequel Rabbi Meir et Rabbi Yossé discutent. De Rabbi Yossé Gazar Dilma Mifsik, Ve'atil et Atouye, Ve Rabbi Meir le Gazar. Donc Rabbi Loutam, il substitue une autre explication à celle de Rashi. Il dit leur question, c'est une question classique qu'on a vue souvent dans ce Pérec. Est-ce qu'il y a à craindre que ça se détache et qu'il en vienne à la portée? Rabbi Meir dit non, je ne pense pas que ça puisse se détacher et qu'il puisse en venir à la portée. Et Rabbi Yossé dit, moi j'ai craint que ça peut arriver, donc j'interdis a priori. Veuillez Shlomar, de Inachinami, on fait bien ça, Veyesh Lomar, de Inachinami Behapligé. Et on peut dire effectivement que c'est bien de cela qu'ils discutent, de Tahama de Rabbi aussi, parce que donc Tosfot vient à l'appui de Rabbi Loutam et dit oui c'est vrai, on peut bien expliquer ce qu'a dit Rabbi Loutam, de dire que c'est bien de cela qu'ils discutent, parce que c'est quoi la logique de Tahama de Rabbi Yossé? Parce que la raison de Rabbi Yossé, c'est de Kivan de l'Oaveshel Or, l'homme est adek, que étant donné que cette prothèse, cette jambe de bois, comme son nom l'indique, elle n'est pas en cuir, elle est en bois. Donc comme c'est du bois, l'homme est adek, ça n'accroche pas bien, ça n'est pas bien serré. Veika le mechash, dit mamifsik. Du coup, il y a à craindre que ça se détache. Ve'atil et atouye, et qu'il en vienne à le porter. Donc, Tosfot rajoute une petite de l'eau au moulin de Rabbi Loutam en disant bah oui, c'est vrai, puisque c'est du bois. Le bois, c'est pas, par définition, ça ne peut pas bien tenir au pied. Le cuir, ça tiendrait beaucoup mieux. Mais comme il n'y a que du bois, on peut imaginer que ça vienne à se décrocher. Arcaché. On va peut-être faire une toute petite pause. Donc là, maintenant, il va y avoir un retournement de situation, puisque c'est Tosfot qui va poser la question sur Rabbi Loutam.